قبل أن ندخل لمداخلتي أترحب معكم على فقيد سيدي محمد الشرقاوي. لم أعرفه ولكن كنت قريبا جدا منه عبر أبناء عمومته السي محمد الشرقاوي يحملوا نفس الاسم، سي عمر الشرقاوي وسي مولاي طيب الشرقاوي وصغار هؤلاء. السي محمد الشرقاوي الذي يحمل نفس الاسم من أكبر علماء هذا العصر، أحد رواد السوسيولوجيا النقدية، أكبر مختصين من أكبر المختصين في علوم التربية، ومع الأسف لا يستشير معه المغرب فيما يتعلق بقضايا التعليم. له علي فضل كبير، لأن لولاه لما دخلت للعلوم الاجتماعية. لما خرجت من الرياضيات إلى العلوم الاجتماعية كان السي محمد الشرقاوي هو الذي أطرني ولا زال، وهو الذي أخبرني بوفاة ابن عمه يوم 31 دجنبير، فأحسست بألمه بل بكى، وشاركت الأسرة مآسيها، فرحمة على سي محمد الشرقاوي وكل الاعتزاز والفخر بالصداقة مع الشرقاوي. وربما فيما سأعرضه كثيرا مما علمني إياه سي محمد الشرقاوي الباحث في العلوم الاجتماعية. مداخلتي ستكون بالفرنسية، ومن أراد الاطلاع على مضمونها بالعربية فهو في كتابي المقبل الأخير حول وطنيين المغاربة، في نهاية الجزء الأول 40 صفحة الأخيرة كلها تلخص ما سأقوله اليوم بالفرنسية. سأركز هذه المداخلة، سأبدأها بالفرنسية وأنهيها بالعربية من أجل الجمهور الموجود، ولكن أوثقها بالفرنسية نظرا لأنني بصدد إعادة كتابة أبحاثي بالفرنسية بعد أن نشرت بالعربية. Donc ma communication porte le nom pour une mémoire collective. L'hommage que rend un groupe humain ou une institution ou des personnalités à des personnalités du passé, femmes ou hommes, est dans le fond une célébration d'un événement jugé exceptionnel, fondateur et historique, que des femmes et des hommes dans notre temps ont initié, encadré ou dirigé. La célébration se déploie selon un rituel souvent réinventé et quelquefois institutionnalisé et élevé au rôle d'une fête nationale. La célébration transcende alors le groupe initiateur et s'impose par décision régalienne, c'est-à-dire par décision de l'État, à tous les autres groupes formant la société. La célébration est un investissement mémoriel, un acte d'hégémonie ou de résistance qui permet au groupe initiateur de maintenir son positionnement dominateur dans le champ de la mémoire collective ou, s'il est marginalisé, de négocier une meilleure place. La célébration est une action sociale dont l'enjeu est bien la structuration de la mémoire collective. Celle-ci n'est pas l'émanation du travail historique que fournissent les historiens professionnels, en tout cas pas fondamentalement. La mémoire collective est un produit social. Les historiens professionnels ne célèbrent pas les événements jugés fondateurs par des groupes ou communautés ou institutions. Ils étudient comment les initiateurs et les participants célèbrent ces 10 événements exceptionnels. Leur travail d'investigation et de recherche participe notamment par l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture historique,
Ils participent leur travail à façonner une autre mémoire, celle dite mémoire historique ou scientifique. Les deux mémoires se chevauchent, mais ne se coïncident pas. La mémoire collective est traversée par tous les pouvoirs, politiques, religieux, économiques, sociaux et autres. Elle est sélective et déformante. Elle est façonnée, construite et déconstruite par des subjectivités des groupes sociaux. Elle est intime, chaleureuse, même dans ces recoins où sont cantonnées les mémoires du groupe marginalisé. Dans son foisonnement continu, elle s'offre comme objet d'étude aux professionnels de l'histoire. Par contre, la mémoire historique, scientifique, fait partie du champ scientifique. Elle est produite par des historiens professionnels. Elle n'est régie que par un seul pouvoir, celui de la science et de l'académisme. Elle est à chaque phase de son développement le reflet du champ académique et universitaire de son temps. Elle est tributaire de ses théories, de ses problématiques et de ses méthodologies. Elle tend, dans sa quête des faits et sa construction des événements, vers l'exhaustivité. Elle est froide et a vocation à se refroidir, quand par dérapage polémique, elle célèbre au lieu de déconstruire. La célébration, au lieu de déconstruire la célébration, elle tend à l'objectivité dans son acception académique, c'est-à-dire une objectivité relative. L'historien est certes citoyen d'une société, ou membre d'une communauté, mais quand il s'exprime en chercheur, en savant, il est contraint d'observer une distanciation critique avec son objet de recherche. Ici, l'objet de recherche, c'est la célébration. Ainsi, les deux mémoires ne se coïncident pas. Elles sont bien entendu liées. L'une est objet, l'autre est sujet. Le récit mémoriel, fut-il roman national, n'est qu'une construction historique. Bref, la mémoire qui se révèle par des récits nationaux ou régionaux ou communautaires n'est pas l'histoire, qui se matérialise dans les productions des universités et des centres de recherche. Il arrive que la mémoire collective marginalise, voire efface du champ médiatique la mémoire historique. Dans ce cas, on est dans une société despotique, voire totalitaire, où le seul discours autorisé est celui des forces hégémoniques et où l'esprit critique est jugé subversif et dangereux. Quand une autonomie relative est observée entre les champs, notamment entre le champ scientifique et le champ politique, les deux mémoires, sans être dissociées l'une de l'autre, fonctionnent de façon autonome et interagissent positivement. Dans ce cas, la société s'approprie collectivement son passé et restructure sa mémoire collective, dans le respect des différences et de la diversité. Dans ce cas aussi, le champ académique, qui n'est régi que par le pouvoir de la science de son temps, produit de l'histoire, avec un grand H. Et celui-ci structure la mémoire historique. Cet état de fait est un aboutissement d'un long processus d'interaction entre histoire et mémoire. Processus sinueux, jalonné souvent de chocs violents entre histoire et mémoire. C'est ces chocs, inévitables d'ailleurs, qui permettent à une société de muter d'une interpénétration de ces champs avec l'hégémonie de l'un ou de deux, champ religieux par exemple, le champ politique. Elle mue, il y a une mutation vers une autonomie relative des mêmes champs, permettant ainsi l'émergence d'un côté d'une communauté scientifique, de l'autre d'une société civile indépendante vis-à-vis du pouvoir et de l'État et de la société. C'est là les conditions nécessaires à une production de modernité endogène. Alors, qu'est-ce qu'il en est du cas marocain?
Dans mes anciens travaux, ceux de 1987, 1999, 2005 et 2010, j'ai initié et développé la notion d'hésitation des intelligentsias marocaines. Hésitation à produire une modernité marocaine propre, une modernité endogène. Ces intelligentsias, toutes tendances confondues, dans le pouvoir ou dans l'opposition, se cantonnent dans une sorte d'antichambre de la modernité, leur propre modernité. À travers cette longue recherche, la mémoire collective marocaine ne se révèle pas immuable, mais ces mutations n'obéissent qu'à un temps long au cheminement tortueux. Pour faire court, je dirais que le choc de la modernité occidentale qui s'est matérialisé violemment par les colonisations françaises et espagnoles a imposé aux Marocains une première restructuration de leur mémoire collective, notamment à travers les nouveaux mouvements sociaux qui contestaient l'état de mise en minorité des Marocains par les colons et le fait colonial dominateur en les appelant seulement des indigènes. Cette riposte marocaine, d'abord sociale, puis politique, s'est faite dans la diversité des sensibilités culturelles, linguistiques et politiques. Elle a ébranlé la structure de la mémoire collective marocaine, mais sans en changer la configuration. Travaillée en profondeur par les fondamentaux de la culture conservatrice marocaine d'obédience arabo-musulmane, notamment le concept d'unité fusionnelle, sacralisé à l'époque par le rite malikite prépondérant au Maroc et au Maghreb. Après l'indépendance politique du Maroc en 1956, la centralité de la monarchie du système politique marocain, centralité d'ailleurs instituée et légitimée par les diverses sensibilités des nationalismes marocains, a permis, notamment par la retraditionnalisation de la culture, opérée par le roi Hassan II, une restructuration de la mémoire collective, qui allait devenir une mémoire uniforme, officielle et uniquement royale. Elle se manifestait brillamment dans les livres scolaires, les fêtes officielles, les commémorations, les noms de places, les noms de rues, le nom d'aéroports, les noms d'universités, le nom d'hôpitaux, d'écoles, et j'en passe. Cette mémoire hégémonique et dominatrice a d'un côté retardé l'émergence d'une mémoire historique, et de l'autre, elle a marginalisé et occulté toutes les autres mémoires durant des décennies. Elle s'est approprié le combat multiple pour l'indépendance. Elle a érigé la monarchie au rang de locomotive de l'épopée de la libération et de l'indépendance, réduisant les leaders nationalistes et les différentes couches sociales en simples comparses. Même des dates significatives des combats pour la libération et l'indépendance ont disparu du calendrier officiel de célébration. J'en cite brièvement quelques-unes. Le 20 juin 1921, la grande bataille d'Anouel, le 16 mai 1930, les manifestations contre le Lahir, le 7 avril 1947, le carnage à Darb el-Kabir et Ben Msik, le 2 octobre 1955, première opération militaire de l'armée de libération du Maroc, le 2 mars 1956, la fête de l'indépendance, transférée au 18 novembre. La liste est longue et mérite une étude exhaustive. Le rouleau compresseur de cette mémoire officielle royale a provoqué des traumatismes et des plaies profondes dans les autres mémoires la société marocaine, de la société marocaine. Leur impact sont encore présents. À titre d'illustration, je rappelle ici quelques mémoires martyrisées. Je commencerai par la mémoire des communistes marocains, que j'appellerai une mémoire pulvérisée. En dépit du rôle fondateur des communistes marocains dans l'initiation et le développement du combat social au Maroc durant les années 20, 30 et 40 du XXe siècle, notamment le combat syndical,
la mémoire des communistes marocains a été la plus facile à effacer. On peut même dire qu'elle a été pulvérisée. Le fait que le Maroc était et est encore un pays majoritairement musulman, où le rite malikite encadre à lui seul la religiosité, a permis de présenter les communistes comme des athées, donc des kafirs, des mécréants, et a décrété leur exclusion de la Oumma et par conséquent effacer leurs traces de la mémoire collective. Mais dans la mémoire historique, la mémoire scientifique, celle façonnée par les historiennes et les historiens professionnels, ces traces sont indélébiles. Des milliers de pièces d'archives locales et internationales attestent de l'action communiste au Maroc, notamment en matière de lutte pour une justice sociale et pour une indépendance nationale. Quelques événements passés sous silence pour montrer l'ampleur de la pulvérisation de cette mémoire, je vais les citer brièvement. Il est bien établi historiquement que le développement du communisme au Maroc a été fondé et encadré au début par les communistes français, les partis communistes français. Sans eux, l'internationalisation des événements des RIF 1921-26, dirigés par Mohamed Ben Abdelkarim Khattabi, n'aurait pas eu lieu. Sous l'action des communistes français, le Parlement de la France, qui colonisait une grande partie du Maroc, n'aurait pas connu le débat houleux sur la guerre des Rifs et les crimes de guerre commis par les deux armées coloniales françaises et espagnoles. Les annales du Parlement français, ainsi que les reportages et comptes rendus du journal communiste L'Humanité, attestent les positions de soutien des communistes français. C'est par eux que le monde découvrit la personnalité hors pair du leader Mohamed Abdelkarim Khattabi. C'est cet héritage positif qui a facilité aux syndicalistes de la CGT au Maroc d'implanter l'idée communiste en pays d'islam qu'était le Maroc. Les premiers noyaux communistes qui encadraient le mouvement syndical marocain naissant étaient les premiers dans la zone française à réclamer l'indépendance du Maroc. L'événement s'est déroulé en 1935 et est parti de Meknès en février 1935, suite à l'affaire Jules-Joseph Dumont, un ancien soldat français de la Première Guerre mondiale, officier titulaire de la Légion d'honneur. Installé à Ain Tawstadt comme paysan, il s'est marocanisé. Il a appris l'arabe et l'amazigh, il s'est amazighisé, il a épousé une Marocaine et intégré par mariage la société marocaine. Il s'est affilié au communisme et est devenu le leader des Fellah Amazigh de la région de Meknès. Cette première réclamation de l'indépendance allait coûter à Dumont sa liberté. Il a été emprisonné et jugé par un tribunal militaire, son exclusion du Maroc, ainsi que la perte de sa Légion d'honneur et le démantèlement de cellules communistes au Maroc. Mais une année après, des grèves et des manifestations vigoureuses allaient fonder le syndicalisme marocain comme acteur important dans le champ social. C'est les fameuses manifestations de 1936. Le Parti communiste marocain allait se refonder en pleine Deuxième Guerre mondiale et il allait réclamer en 1942, à travers sa presse, de nouveau l'indépendance du Maroc. Il sera sévèrement réprimé, des camps d'emprisonnement au sud du Maroc, Boudnib et Bouarfa, incarcérés en majorité des communistes. Certains d'entre eux étaient de familles juives. On confond souvent maintenant ces camps avec les camps de concentration créés par les nazis et leurs collaborateurs du gouvernement de Vichy. Le PCM s'est reconstitué en 1943 sans connaissance profonde de ses prédécesseurs. Ces nouveaux chefs ont estimé judicieux de ne pas réclamer l'indépendance en période de guerre contre le nazisme et le fascisme. Mais les bases de ce parti l'ont fait en faisant signer massivement
les pétitions de soutien aux manifestants au manifeste du 11 et 13 janvier 1944, notamment dans la région de Tzedla. En 1946, la direction du PCM s'est fortement marocanisée. Le sultan Sidi Mohamed bin Youssef a donné audience à une délégation du PCM qui a déclaré solennellement son soutien au sultan et son action pour l'indépendance. Après l'indépendance politique du Maroc en 1956, le Parti communiste marocain a été toléré jusqu'en 1960, date où le roi Mohamed V a obtenu par décision judiciaire la dissolution du Parti communiste marocain parce que son titre d'Amir al-Mouminin lui interdit d'autoriser une formation communiste en terre d'islam. Ainsi, la boucle est bouclée et la mémoire communiste de nouveau pulvérisée. Deuxième mémoire, c'est la mémoire des nationalistes du Nord. Une mémoire que je qualifie de phagocyté. S'il y a une région qui a subi dans son territoire et sa population des préjudices qui se sont accumulés durant tout le XXe siècle, c'est bien le nord du Maroc, appelé aussi zone khalifa, ou zone d'influence de l'Espagne coloniale. La mémoire des gens du Nord n'a qu'une présence secondaire au sein de la mémoire collective. Elle décore l'ensemble, mais elle n'en est pas la quintessence. Dans les récits hagiographiques ou nationalistes, Haj Abdeslam Ben Nouna est souvent cité avec le titre de père du nationalisme marocain, Ab al-Watani al-Maghribi. Mais on n'explique pas comment et pourquoi il a acquis cette distinction. Dans l'historiographie marocaine, donc au sein de la mémoire historique et non de la mémoire collective, quelques historiens ont essayé de lever ce préjudice. Haj Abdeslam Ben Nouna était un notable de la ville de Tétouan, une personnalité charismatique qui rayonnait non seulement au nord du Maroc, mais aussi à Fès et en Orient arabe. Un érudit lié d'amitié avec l'émir Shakib Arsaleh. Figure de proue du panislamisme et du panarabisme. Nationaliste de première heure, fin politique, probablement un franc-maçon, Haj Abdeslam Ben Nouna entame dès 1916 une campagne de conscientisation des Marocains de la zone du Nord. Il exploita à l'extrême les dissensions franco-espagnoles et gagna dans cette partie du Maroc des espaces de liberté et de manœuvre qu'il mit à la disposition de tous les Marocains, même ceux de la zone d'influence française. Il se distingua plusieurs fois comme chef politique d'envergure et comme précurseur d'une modernisation des structures et des mentalités. Durant la guerre des Rifs, 1921-26, il soutint discrètement le Khattabi et organisa secrètement la médiatisation des exploits des Rifins au Moyen-Orient arabe. C'est son proche et ami, l'historien Mohamed Daoud, qui était le correspondant secret du quotidien Al-Ahram. C'est ces articles qui ont fait connaître au monde arabe Abdelkarim Khattabi et sa révolution. Au début des années 30 du siècle passé, l'Espagne bascule d'un régime monarchique à un régime républicain. Les socialistes au pouvoir avaient dans leur programme des positions anticoloniales. Les nationalistes du Nord craignaient le retrait de l'Espagne, car dans l'état des rapports de force de l'époque, le retrait de l'Espagne entraînerait l'occupation de la région par l'armée française. Les nationalistes du Nord, et à leur tête Haj Abdeslam Ben Nouna, entamèrent alors une démarche auprès de la République espagnole naissante pour convaincre les socialistes espagnols de laisser l'armée coloniale espagnole au nord du Maroc et leur dire que cela est un acte anticolonial, anti-impérialiste et surtout anti-français. Démarche singulière et un peu étonnante, à plus d'un titre. Une délégation de Marocains du Nord a été reçue par le président de la République espagnole,
le président Zamora, le 8 juin 1931. Le texte du mémorandum des nationalistes du Nord est une pièce d'anthologie dans la littérature anticoloniale. C'est au cours de cet événement que Haj Abdeslam Ben Nouna acquit son titre de père du nationalisme marocain. Entre occupation coloniale directe, asservissante et l'indépendance totale, le génie marocain inventa l'autonomie relative. C'est là l'origine du statut particulier de la zone nord entre 1931 et 1956. C'est ce statut qui a permis aux nationalistes et aux résistants de la zone française d'avoir une base arrière politique, et une base culturelle et une base militaire. Les nationalistes du Nord ont eu leur déboire avec les républicains, leur dérapage avec les franquistes, mais aussi leur heure de gloire. Au milieu des années 30, ils ont fondé deux partis. Le Parti national des réformes, sous la direction de Abdelkhak Torres, et le Parti de l'unité marocaine, sous le commandement de Mkena Seri. Ces deux partis, en dépit de leur concurrence, ont pu travailler ensemble et sentir ensemble, durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'un monde nouveau allait se construire. Ils décidèrent de s'y impliquer. Ils fondèrent la Jabha al-Qawmiya, le Front patriotique, rédigèrent ensemble un texte de réclamation de l'indépendance et d'unité du Maroc. Le rendèrent public, ils le remirent aux autorités espagnoles et aux représentants des Alliés à Tanger. Ainsi naquit le manifeste du 14 février 1943. Un texte relativement long, foncièrement patriotique, mais n'évoque dans aucun de ces lignes la notion de démocratie. Les manifestes qui viennent après en 1944, le 11 et le 13, empruntent beaucoup à ce texte oublié des gens du Nord. Après l'indépendance politique de 1956, les partis nationalistes du Nord ont été engloutis par le parti de l'Istiqlal, par le parti Hizb Shura et par le Mkhzad. Le nord du Maroc a été marginalisé dans la construction de l'État national et la mémoire des gens du Nord a été phagocytée et réappropriée par différents acteurs de la zone française. Dans la mémoire collective hégémonique, l'appellation zone khalifale, Muntaqa al-Khalifia, institue un second rôle comparé à l'appellation zone sultanienne. Le calife n'est pas le sultan. Donc les gens du Nord sont marginalisés. Ma troisième mémoire, et j'arrêterai là-dessus, c'est la mémoire des nationalistes du parti de la démocratie et de l'indépendance, une mémoire que j'appelle une mémoire bafouée. Mohamed Hassan Ouazzani est une personnalité singulière. Non seulement il était une des figures des jeunes nationalistes du début des années 30 du XXe siècle, mais surtout un précurseur d'une pensée modernisatrice, un essayiste prolifique et un apôtre des liens de droit. Il était un des animateurs de la revue Maghreb, qui apparaissait à Paris sous la direction du petit-fils de Karl Marx, le parlementaire Longuet. Il était le fondateur du journal L'Action du Peuple au Maroc, le journal qui a appelé et organisé la première célébration de la fête du trône en 1933. Il était l'un des précurseurs et des principaux rédacteurs du plan des réformes de 1934. La liste de ses actions, les actions de Mohamed Hassan Ouazzani, est tellement longue que le centre Mohamed Hassan Ouazzani ne l'a pas encore épuisé. Mohamed Hassan Ouazzani, après des dissensions aiguës avec ses compagnons Alla El-Fassi et Ahmed Balafrij, fonda un parti en 1937, Haraka al-Qawmiya, qui allait devenir, après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti de la démocratie et de l'indépendance, PDI. Ce parti allait développer un courant social et politique porté par des nationalistes qui seront connus
par l'appellation des Chourioun, sur la mémoire collective. Les Istiqlaliens d'abord, mais surtout le Mkhzen après. Beaucoup d'actions du PDI et de Mohamed Hassan Ouazzani ont été réappropriées par d'autres et beaucoup d'événements effacés, tout simplement de la mémoire collective. C'est le cas du manifeste du 13 janvier 1944, présenté au sultan Sidi Mohamed Gourouzi. Ce manifeste, quand il n'est pas oublié, est présenté comme simple lettre de soutien au manifeste du 11 janvier 1944. Une lettre présentée par un petit groupe de chouristes à la demande du sultan après le refus de Mohamed Hassan Ouazzani, en résidence surveillée à Itzer, de signer le manifeste du 11 janvier. Ça, c'est une parole de ceux qui veulent occulter cette mémoire chouriste. Bien entendu, la vérité chouriste et autres, des négociations et des va-et-vient entre Istiqlaliens et chouristes avaient été intenses, dont l'objectif aurait été de signer ensemble un manifeste unitaire. Je conclue, si M. le Président me le permet, en 2 minutes avec une conclusion où j'avais l'intention d'évoquer d'autres mémoires effacées au Maroc. Je donne que les titres: la mémoire des Juifs marocains, une mémoire refoulée; la mémoire des Amazirs, une mémoire occultée. Mais pour dire à la fin de cette intervention que, à partir de la fin du siècle, une ouverture de la mémoire collective a été opérée par l'État marocain et par le roi, et un espace d'expression des autres mémoires ont commencé à être pratiqués. Mais cette ouverture, certes contrôlée, de la mémoire collective, amène des affrontements, voire des fois des guerres de mémoire entre les différentes mémoires qui avant étaient marginalisées. Dans ce sens, je dirais en tant qu'historien que l'histoire au Maroc est un champ en construction. L'histoire n'est pas encore construite, elle est difficile à construire parce que justement, on n'est pas passé à une autonomie effective du champ scientifique. Et cela nous pourrait avoir lieu qu'en passant par des chocs, des fois violents, entre histoire et mémoire. Le moment que nous vivons, on est une émanation. Il y a des chocs qui se font, ce n'est pas encore suffisant pour provoquer un changement qualitatif de la mémoire collective marocaine. Et j'en donnerai qu'un petit exemple. Ça fait 25 ans que j'appelle à ne pas fêter le 11 janvier, ni à le remplacer par le 13 janvier, ni à fêter le 14 février 1943 qui est l'initiateur. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'élite. On présente une pétition, un manifeste, on le signe. Mais il ne crée pas l'événement. L'histoire, c'est l'événement. Quand est-ce que les Marocains ont réclamé l'indépendance du Maroc en masse et qu'ils ont payé cette réclamation par leur sang? Il y a un événement qui s'est produit le 29 janvier 1944, le 30 janvier 1944, à Salé, à Rabat et à Fès, et où des Marocains sont sortis aux manifestations, et où l'armée française, et surtout la 2e division blindée du général Leclerc, qui traversait le Maroc vers le front de Tunisie, a tiré à balles réelles, et des milliers de Marocains sont tombés. Et ces Marocains qui sont tombés sont des Istiqlaliens, des chouristes, des communistes, de simples Marocains. Donc c'est l'unité, c'est ce que j'appelle moi, ceux qui ont signé avec le sang la réclamation de l'indépendance. S'il y a une fête nationale unitaire et qui rassemble tout, ça serait cette fête-là, c'est-à-dire le 29 et le 30 janvier. Ils n'ont ni le 11, ni le 13, ni le 14 février. Et je vous remercie.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.